Dans le cadre du projet d'extension du port de Dunkerque et de son débat public, la commission particulière du débat public a souhaité auditionner un certain nombre d'experts qui avaient une connaissance d'un certain nombre de sujets et qui permettraient de se focaliser sur des enjeux particuliers du débat. Par exemple, là aujourd'hui, sur la desserte de l'Hinterland par la voie d'eau. Donc, aussi, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux représentants de la direction territoriale Nord-Pas-de-Calais de Voies navigables de France. Monsieur Charles Bizien, donc chef du service maître d'ouvrage à cette direction territoriale qui commencera la présentation, avec également Madame Sabine Vananacker, qui est adjointe au chef du service de développement de la voie d'eau. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir, nous sommes heureux de vous accueillir tous les deux, et je vous laisse la parole donc pour une intervention de 20-25 minutes, à la suite de laquelle nous vous poserons un certain nombre de questions. Bonjour. Alors, nous allons nous allons organiser notre présentation par, dans un premier temps, une présentation du réseau fluvial et du réseau des ports intérieurs en région Hauts-de-France, de telle manière à bien repréciser un peu les connexions fluviales au sein de la région Hauts-de-France et de façon plus générale au sein de la liaison Seine-Escaut. Nous allons dans un deuxième temps, c'est peut-être faire un focus sur la desserte fluviale du port de Dunkerque, faire une présentation des trafics actuels et les enjeux en termes de développement de trafic à moyen terme, et notamment dans le cadre du projet CAP de 2020 qui fait l'objet du débat public. Peut-être préciser aujourd'hui quels sont les niveaux d'accessibilité de notre réseau et au regard des enjeux de report modal, faire un point sur les capacités du réseau à faire face aux enjeux d'accroissement du trafic. Et puis dans un dernier point, peut-être mettre en évidence peut-être les enjeux, les points de vigilance qu'il est peut-être nécessaire d'avoir en termes d'aménagement pour que le réseau et la logistique fluviale puissent vraiment participer et bénéficier du développement en termes de trafic attendu avec le projet CAP 2020. Donc, très rapidement, une carte qui présente le réseau fluvial, donc le réseau maillé en région de Hauts-de-France et le réseau des ports intérieurs. Je vais peut-être aller très vite sur cette présentation pour passer sur peut-être la situation actuelle en termes de trafic. Oui, donc sur ce slide, vous avez la densité des trafics qui circulent sur les voies sur le Nord-Pas-de-Calais. Donc vous avez par épaisseur de trait et de couleur plus ou moins foncée les volumes. Ceux qui sont représentés, c'est à la fois les chargements et déchargements. Donc c'est ce qu'on appelle le trafic généré par la section de voie. Et à cela s'ajoute aussi le transit. Donc on voit sur la partie dunkerquoise, on a à peu près 2,7 millions de tonnes qui circulent actuellement sur le réseau. Juste avant, ça fait à peu près 3,6 millions de tonnes sur cette partie-là. La différence, c'est que sur la partie qui est légèrement inférieure, on n'a pas d'entreprise qui génère des flux. Donc on a essentiellement du transit. Et on voit que juste ensuite, là on a des entreprises dans la région de l'Audomarois. Et les axes qui nous relient à la Belgique, soit par l'axe de Lys, là on a 5 millions de tonnes qui transitent sur ce secteur, et sur la partie Escaut, on est à 4 millions de tonnes. Alors le réseau des voies navigables en région Hauts-de-France, en fait, il s'inscrit de façon plus générale dans la liaison Seine-Escaut.
Donc le réseau Hauts-de-France est un maillon de la liaison Seine-Escaut. C'est l'extrémité, c'est notamment l'extrémité nord du et le débouché du futur canal Seine-Nord Europe, et le réseau qui fait la jonction avec le réseau à grand gabarit du nord de l'Europe, donc en Belgique et aux Pays-Bas. Donc c'est près de 680 km de réseau, dont 240 km à grand gabarit. Et donc en extrémité nord de notre réseau, donc le port de Dunkerque, donc les bassins portuaires de Dunkerque sont directement en relation avec le réseau fluvial. Et donc la connexion et donc la desserte fluviale du port de Dunkerque se fait par par le canal le canal à grand gabarit qui vient se connecter donc aux portes du bassin du port ouest au niveau de l'écluse de Mardic. Donc le réseau, en termes d'accessibilité, en fait, avant de passer au niveau d'accessibilité et de la connexion fluviale, aujourd'hui le grand port maritime de Dunkerque, c'est le premier port fluvial en région Hauts-de-France, Hauts-de-France avec actuellement, en flux voie d'eau au port de Dunkerque, nous avons 2,7 millions de tonnes. Ce qu'on peut noter, c'est que les flux voie d'eau, les flux par transport fluvial ont augmenté de 50% entre 2006 et 2012. Et on a même eu une pointe à 3 millions de tonnes en 2014. On peut mettre ça aussi au bénéfice d'un contrat de progrès que nous avions entre VNF et le port de Dunkerque et l'Union maritime et commerciale, et là dernièrement aussi la communauté urbaine de Dunkerque, où donc on s'était réunis pour mettre en avant tous les facteurs positifs pour la voie d'eau, que ce soit en termes de communication et aussi en termes de gestion des interfaces ou d'études de flux, pour faire en sorte qu'on puisse avoir le report modal en mode fluvial. Dans ces flux, on a essentiellement, on a pour la grande partie, 42%, on a des produits agricoles. On a un silo céréalier à Dunkerque, le silo Sika Nord Céréales, qui est très important. Des produits métallurgiques. On a les flux qui sont générés par Arcelor, ça représente à peu près 250 000 tonnes, que ce soit en produits métallurgiques, en minerais ou en charbon. Et actuellement, on traite à peu près 20 000 équivalents 20 pieds en termes de conteneurs. Donc après cette présentation de l'état actuel du réseau, la situation existante du réseau et des trafics, nous allons peut-être présenter quels sont les enjeux sur le réseau des voies navigables en région Hauts-de-France et les enjeux qui intéressent le projet Cap 2020, qui nous semble intéresser le Cap 2020. Alors, avec la perspective d'ouverture du canal Seine-Nord Europe, les trafics vont s'accroître de façon substantielle. Donc sur cette présentation, vous avez les perspectives de trafic qui sont attendues à horizon 2030 et 2050. Et on voit pour les différentes branches de notre réseau un trafic globalement qui est susceptible de doubler. Alors, donc, les enjeux par rapport à cette augmentation de trafic, alors ça soit avec la mise en service du canal Seine-Nord ou avec le développement des trafics qui proviendront du port de Dunkerque, on a un premier enjeu, c'est d'avoir un réseau qui soit accessible, accessible aux plus gros bateaux.
Parce que l'enjeu, c'est la massification des flux pour faire diminuer les coûts de transport et rendre encore plus compétitif la voie d'eau. Donc nous avons la chance aujourd'hui, c'est d'avoir un réseau à grand gabarit qui est capable d'accueillir des bateaux de 135 mètres. Voilà. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui faire face à l'augmentation de trafic à horizon 2030-2050 sur la branche qui dessert le port de Dunkerque, aujourd'hui avec des écluses à 144 mètres capables d'accueillir des bateaux de 135 mètres, de 11 mètres 40 de 11, c'est-à-dire avec une capacité entre 2500 et 3000 tonnes de port en libre, on a une capacité théorique de 12 millions de tonnes. Donc on a un réseau qui est capable d'écouler, voilà, avec un temps de transit satisfaisant le trafic à horizon 2040. Et l'enjeu, il se porte plutôt sur la fiabilité. Parce que, premier point, oui, il faut accueillir de plus gros navires pour faire baisser les coûts. Il faut avoir une certaine fluidité, donc une capacité à accueillir le nombre de bateaux à venir. Mais il est nécessaire aussi d'avoir une infrastructure qui soit fiable, c'est-à-dire d'offrir un taux de disponibilité qui soit le plus proche possible de 100%. Et aujourd'hui, on a la particularité, c'est d'avoir un réseau qui a 60 ans, voilà, donc un réseau qu'il faut restaurer, mettre à niveau, et surtout on a un axe qui ne présente pas d'itinéraire alternatif. A contrario de l'axe de l'Is ou de l'ESCO, où en cas d'incident et d'indisponibilité d'un itinéraire, en théorie, les bateaux peuvent prendre l'autre axe. Sur Dunkerque, en cas de gros pépin, c'est clairement une desserte complète par le mode fluvial qui peut être perturbé de façon durable. D'où l'enjeu de pouvoir essayer de trouver des réponses à moyen ou long terme à cette problématique. Parce qu'on a des écluses simples en fait sur cet axe. Et donc on a essayé dans cette page d'essayer de résumer un peu pour nous les enjeux. Alors nous avons peut-être oublié de repréciser, c'est au-delà de la capacité d'accueillir des gros bateaux et avec une certaine fluidité, c'est aussi d'élargir l'amplitude. Voilà, l'amplitude. Et ça, c'est donc un de nos objectifs à horizon 2023-2025, c'est de pouvoir ouvrir notre réseau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, c'est également très important, notamment pour le trafic conteneur qui fonctionne par service régulier. Et donc, cette plage très large est un élément clé pour la fiabilité et la performance en termes de logistique fluviale. Deuxième point, c'est ce qu'on a pu présenter, c'est la fiabilisation, la sécurisation. Donc, voilà, une des actions qui est engagée aujourd'hui par VNF, c'est de lancer des études. Donc, nous avons lancé des études de faisabilité pour regarder la possibilité de doubler les écluses. Et au regard des études de faisabilité et du volet socio-économique, nous pourrons dans les années à venir voir si nous nous engageons en tout cas dans le doublement des écluses à horizon moyen terme. Au-delà de tous ces éléments, il est aussi important, c'est d'offrir des services à l'usager, puisque la qualité et la performance du service passe aussi par des services aux usagers. Donc il est important, c'est d'être vigilant sur le fait d'avoir des garages d'écluses, d'avoir des zones de stationnement, et notamment avoir en tête également la problématique des matières dangereuses, des bassins de virement, c'est-à-dire des zones où les bateaux peuvent tourner, qui soient adaptés aux bateaux et qui soient en nombre suffisant. Et un objectif à plus long terme, mais là on est vraiment sur du très long terme, c'est de pouvoir peut-être réfléchir à l'accueil des convois poussés. Donc des convois poussés d'une longueur de 185 mètres qui pourraient, dans un deuxième temps à long terme, voire très long terme, rendre encore plus compétitif la voie d'eau en augmentant, notamment en termes de conteneurs, le nombre de conteneurs par transport.
Donc voilà, bon, un petit schéma qui présente les enjeux stratégiques. Hein. On a parmi les enjeux, c'est un seul accès fluvial au GPMD. On n'a pas d'itinéraire alternatif. On est dans une concurrence avec les ports belges et néerlandais, qui sont desservis par l'Axe de Lys ou par l'ESCO. Donc il y a deux itinéraires, donc un itinéraire alternatif aux autres. Et puis cet enjeu d'être fiable et compétitif par rapport aux ports concurrents. D'où l'enjeu dans les réflexions d'aménagement portuaire à long terme de réfléchir peut-être à un deuxième accès au bassin portuaire. Donc sur ce schéma figure en pointillé dans le cadre d'un plan masse. C'était l'extension du bassin d'Atlantique, c'est dans le bassin de et on peut discerner ce qu'on appelle un barreau fluvial, donc une deuxième lésion qui permettrait d'avoir un accès direct entre les bassins ouest et le canal à grand gabarit qui est plus au sud. Donc il nous paraît intéressant dans les réflexions d'intégrer ces éléments pour qu'on ait à long terme cette capacité en termes de planification portuaire d'améliorer la desserte, de pouvoir aller plus loin et offrir un deuxième accès. Alors moi, j'essaie de vous montrer un peu les atouts du fluvial et les flux actuels qui sont transportés par voie d'eau, de manière à mettre en avant les avantages du transport fluvial et la capacité à répondre aux enjeux du port de Dunkerque dans son projet de développement. Alors sur ce slide, j'ai remis quelques éléments sur les avantages sociaux et environnementaux du transport fluvial. Dans le document qui est produit par le maître d'ouvrage, j'ai repris les deux petits croquis qui mettent en évidence la capacité d'emport entre un convoi fluvial qui équivaut à 80 camions. Et au niveau de la consommation en carburant, la capacité à transporter avec 5 litres de carburant pour une tonne transportée, 100 km par un camion et 500 km par une voie d'eau. Donc ce sont des ratios, après c'est à nuancer, mais ce sont des ratios qui est intéressant d'avoir en tête. À côté de ça aussi, sont mis en évidence à gauche les coûts socio-environnementaux des modes de transport, avec notamment les coûts externes. Donc ce sont les coûts qui sont générés par le transport sans être pris en compte dans le prix payé par la personne qui transporte ces marchandises. Et là aussi, on voit le delta entre le mode routier et le mode fluvial, où on a un ratio qui passe de 12 en routier à 3 ou 4 selon la taille du bateau par le mode fluvial. VNF a mis en ligne sur son site internet un éco-calculateur qui s'appelle EVE, éco-calculateur voie d'eau, qui permet justement de comparer dans une chaîne logistique un transport, mettons, de routier de bout en bout, ou un transport où un maillon fluvial est intégré. Et l'éco-calculateur met en évidence justement les émissions de CO2 et les autres coûts qui sont mis en évidence là sur le schéma des coûts externes. Alors, au niveau des flux, donc en région Hauts-de-France, on a à peu près 12 millions de tonnes qui circulent sur les voies d'eau. Donc, si on fait le distinguo, parce que nous sommes direction territoriale Nord-Pas-de-Calais, on a encore une répartition de nos compétences par bassin de navigation. On n'a pas intégré encore le niveau des Hauts-de-France. Donc en Nord-Pas-de-Calais, on a 9 millions de tonnes et sur la région Picardie, on a 2,6 millions de tonnes. Donc ça, c'est les volumes qui sont générés. À cela s'ajoute le transit qui représente à peu près 3 millions de tonnes. Donc ça fait 12 plus 3, ça fait 15 millions de tonnes. Sur le slide de droite, le camembert de droite, vous voyez à peu près la répartition des marchandises qui sont transportées. Donc on a une grosse partie qui sont des produits agroalimentaires, beaucoup de céréales, et aussi le volume qui représente les matériaux de construction. Le reste, à part sur des parts un petit peu moindres, on a les produits métallurgiques, les produits énergétiques, les conteneurs. Donc là, c'est pas évalué en
en nombre de conteneurs, mais en tonnage, quand on a une répartition par marchandises comme celle-ci. Alors ces marchandises circulent et s'arrêtent et sont chargées dans des ports. Là, je vous ai mis les trafics qui transitent par les ports publics qui sont concédés par VNF pour l'essentiel à des chambres de commerce ou sinon des collectivités. Donc vous avez les ports Hauts-de-France et les ports Nord-Pas-de-Calais et port Picardie. On en a 7 en Nord-Pas-de-Calais et 5 en Picardie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a vu le premier port fluvial, c'était le port de Dunkerque, donc, qui s'ajoute à cela. Donc 30% de nos flux en Nord-Pas-de-Calais passent par le port de Dunkerque. 34% passent par les ports concédés, donc ce sont ceux qui sont sur ce slide. Et les autres, pour 2016, ça représente 36%, mais c'est monté jusqu'à 40%. Ce sont des ports ou des sites qui sont gérés directement par VNF. On en a à peu près 120 au Nord-Pas-de-Calais, à peu près 160 à hauteur des Hauts-de-France. Ces ports se structurent pour avoir une lisibilité et une force de conviction et de promotion. Récemment a été créée l'association Norling Port qui regroupe le port de Dunkerque qui devient très moteur aussi avec les ports intérieurs. Les ports intérieurs gérés par la Chambre de commerce, la CCI de région Hauts-de-France et quelques ports également. Et VNF a signé un partenariat avec Norling Port pour assurer justement la promotion des infrastructures portuaires et développer les flux par la voie d'eau. Et pour ça, elle a convenu de mettre à disposition de l'association des moyens technico-commerciaux par le biais des agents VNF dont c'est le métier de promouvoir et de rechercher des trafics ou de monter des chaînes logistiques avec les chargeurs. On a convenu l'équivalent à peu près de 1200 heures agents par an. Sur ce slide, je vous ai fait un petit focus sur les transports de conteneurs. Là, sur ce schéma, sont représentées les plateformes où on traite actuellement des conteneurs par voie fluviale, donc en partant de Dunkerque. On a donc Dunkerque, on a Béthune qui a eu des conteneurs fluviaux, mais qui commence, qui va peut-être en refaire là très prochainement. On vient de faire des essais pour Firestone. La plateforme d'Ourges Delta 3. Et sur l'axe Dole, port de Lille et le port de Halluin. Et ensuite, sur la partie ESCO, on a le terminal de Saint-Saulve, qui est géré par le Docks Nord Europe, ESCO. Donc c'est Valenciennois. Et un site privé aussi sur Anzin. Donc on retrouve les principaux opérateurs sur ces lignes, Contargo, Danzer et NPS qui traitent actuellement l'essentiel des conteneurs au départ de Dunkerque. En 2016, nous avons transporté 87 800 EVP et 20 000 qui ont été manutentionnés à Dunkerque. Dans le schéma prévu là, de massification d'évacuation des flux de conteneurs qui seront générés par le port de Dunkerque. Donc on a des terminaux qui sont en capacité de répondre à ces enjeux. Comme Charles Bézien vous l'a indiqué, les axes ne sont pas saturés. On a une capacité à traiter plus de bateaux. Le réseau sera ouvert 24 heures sur 24. Les terminaux eux-mêmes ont des réserves de capacité. Et certains ont déjà le projet d'augmenter et de doubler la surface de leur terminal. C'est le cas du terminal de Saint-Saulve sur le Valenciennois. Et donc, on a parlé de Norling, je ne vais pas y revenir. À côté de ça, la profession, pour répondre à ces enjeux, est elle-même accompagnée. Voies navigables de France accompagne la profession par la filière fluviale par deux biais. Elle accompagne les transporteurs fluviaux pour moderniser leur flotte ou les adapter à des besoins spécifiques des chargeurs. C'est ce qu'on appelle le plan d'aide à la modernisation et à l'innovation. Le parallèle, son pendant, c'est les aides que VNF accorde aux chargeurs pour
pour financer ou cofinancer l'interface qu'ils vont devoir réaliser pour faire du fluvial quand ils ont un site privé, qu'ils doivent par exemple construire un quai, un appontement ou acheter un appareil de manutention spécifique ou dédié au report modal fluvial. Le VNF a aussi anime une plateforme d'innovation qui s'appelle Batelia sur l'innovation fluviale pour tout ce qui est l'expérimentation par exemple pour les économies d'énergie de la pompe hélice ou l'adaptation de moteurs Euro 6 sur des bateaux fluviaux. Il y a aussi des programmes de recherche sur des expérimentations sur le GNL. Il y a un bateau qui a été en expérimentation sur le Rhin. On expérimente aussi la pile à combustible, le moteur à hydrogène, par exemple. Sur les aides à la fluidification de la chaîne logistique, il y a ce qu'on appelle les SIF, les systèmes d'information fluviaux, qui permettent, par le biais de repérage des bateaux et un système d'annonce, de gérer les ouvrages, donc les écluses, de manière à ce qu'elles soient prêtes au moment où les bateaux arrivent. Et ça permet aussi au batelier de voir combien de bateaux sont devant lui ou pas, de manière à gérer sa consommation d'énergie en ralentissant, ou le cas échéant, pour ne pas devoir attendre à vide. À côté de ça, les bateliers ont des centres de formation à différents niveaux qui vont du CAP au bac pro et à un niveau bac plus 2 pour tout ce qui est métier de la navigation, donc la conduite des bateaux, mais aussi la gestion d'entreprise. À partir du document qui a été mis en communication, on a fait quelques petits calculs de voir ce que représentait le volume qui est pressenti en report modal fluvial, donc avec les différentes hypothèses. On a vu que le port escomptait 2,5 millions de VP à 2035, avec une capacité de report en phase 1 de 1,5 million de tonnes à 6% voie d'eau, donc ce qui fait en convertissant, bon, c'est des ordres de grandeur, hein, c'est équivalent par jour à 3 bateaux équivalents à 80 EVP. Ceux qui circulent actuellement sont au 78, donc c'est un ratio moyen. Et en phase 2035, avec 2,5 millions de VP et toujours 7% voie d'eau, ça fait à peu près l'équivalent de 6 bateaux par jour. Bon, je pense qu'on pourra encore être plus ambitieux en report modal fluvial. On a encore la capacité à accueillir plus de bateaux sur une amplitude de 24 heures sur 24. Voilà, je pense que c'était l'essentiel qu'on voulait vous communiquer à ce stade. Merci beaucoup de votre intervention double qui est très, très enrichissante. J'aurais une première question qui relève un peu à la fois de la première diapositive relative au volume, celle que vous avez présentée, ce qui doit être la deuxième ou troisième diapositive, et puis également celle relative au conteneur. Est-ce que vous avez une idée précise des origines, destinations, ou au moins du sens du trafic? Par exemple, vous avez évoqué un peu moins de 3 millions donc venant sur Dunkerque, 5 millions sur la Lys et 4 millions sur l'Escaut, là sur cette diapositive. Est-ce que vous avez une idée à peu près des volumes par sens? En gros, ma question a pour but de dire, est-ce qu'il y a des flux qui sont majoritaires dans un sens et qui font que des bateaux ont des chances de repartir vides dans l'autre? Voilà comment ça s'équilibre. Et d'une certaine façon, même question pour les conteneurs. On voyait des flèches qui allaient vers Anvers, enfin les ports belges. Quel est le sens majoritaire du trafic en quelque sorte? Est-ce que vous le connaissez? Voilà. Sur le premier schéma, sur les densités de trafic, bon, ça dépend des sections. On a des flux dans les deux sens. Sur Dunkerque, on est effectivement plus dans le sens apport vers Dunkerque, retour à vide. On n'a pas un équilibre des flux pour le moment. On a plusieurs bateaux qui repartent à vide, effectivement. Je suppose que c'est à cause des céréales, notamment, qui sont Oui, on a des céréales et on n'a pas suffisamment de retour, même sur d'autres marchandises, par exemple. C'est pas forcément vrai sur les autres axes.
Après, sur les conteneurs, donc c'était le schéma. Les conteneurs, c'est un peu différent parce qu'on a des boîtes pleines et des boîtes vides en report. Donc on a des boîtes un peu dans les deux sens, hein, je pense. Oui. Mais peut-être plus dans le sens Dunkerque, admettons Dourges-Lille, en plus grand nombre dans ce sens-là que dans l'autre. Mais ça, j'ai pas les données là comme ça, mais on peut regarder. Est-ce que vous avez, vous, les moyens d'identifier, je prends l'exemple des boîtes pleines et des boîtes vides, est-ce que, comment dire, je suppose que dans le sens envers Lille, ce sont plutôt des conteneurs pleins et dans l'autre sens, plutôt des conteneurs vides. Donc, oui. Finalement, si je résume ou j'essaye de résumer, manque d'une certaine façon, sauf en ce qui concerne les céréales, une possibilité d'exportation vers les ports, que ce soit vers les ports de Dunkerque ou les ports belges. Vous avez là des capacités d'exportation à plein. Oui, après, il y a la problématique de remise à disposition des conteneurs vides. Les armateurs demandent à ce qu'on reporte leurs conteneurs dans un certain délai. Donc, on a toujours des jeux de conteneurs qui repartent pour reprendre le bateau qui attend. Donc, ce qui nécessite aussi un peu de surface de stockage pour les vides en attente sur les plateformes conteneurs. Donc, c'est une problématique particulière qui est gérée au flux de conteneurs des armements, où on doit repositionner les conteneurs vides. Alors certains ports commencent à être identifiés comme centres de dépôt, où ils peuvent les garder un peu plus longtemps, mais ce n'est pas toujours le cas. Sinon, votre présentation était très claire sur les capacités en fait que vous avez donc de diffuser vers l'Interland ou de l'Interland vers le port de Dunkerque du trafic. Le gros problème que vous avez soulevé, c'est en fait la fiabilité, notamment sur certaines écluses, parce qu'il n'y a qu'une seule possibilité d'aller au port de Dunkerque. Est-ce que vous avez donc des prévisions pour résoudre ces problèmes de fiabilité? Je pense surtout aux écluses, vous avez évoqué votre stratégie. Est-ce que vos prévisions de régler le problème des écluses, de les rendre plus fiables, double sens, etc., sont compatibles avec le calendrier donc, que présente le port? Est-ce que ça vous paraît dans le même temps compatible? Alors concernant l'enjeu de la fiabilité, dont une solution dont une réponse à moyen terme serait le doublement des simples SAS actuels. Aujourd'hui, en termes de temporalité, notre projet peut pleinement être compatible avec les horizons en 2035. Aujourd'hui, on a engagé, on va dire, la première étape qui est celle des études de faisabilité, technique. On va très prochainement engager la deuxième phase qui est celle de l'évaluation socio-économique, et c'est au regard de la levée de doute sur la faisabilité et de l'intérêt socio-économique et de la soutenabilité aussi financière de tels projets qu'on prendra la décision de faire le projet. Donc dès qu'une décision politique de faire avec un financement mis en place en parallèle, c'est une solution qui s'inscrit complètement compatible en termes de temporalité. Mais sans attendre, gérer la mise en place de cette solution. Aujourd'hui, on a déjà des actions qui sont menées pour conforter la fiabilité actuelle de notre réseau. Parce qu'on dit un enjeu de fiabilité, il faut savoir aujourd'hui, c'est que notre réseau est déjà très fiable, puisqu'on a quand même un taux de disponibilité qui est entre 97 et 98%. Simplement, on a un patrimoine, une infrastructure qui date des années, construite dans les années 50 à 70. Donc l'enjeu, il est aujourd'hui, c'est de faire une maintenance de bon niveau, d'avoir une organisation qui soit efficace
pour pouvoir répondre aux incidents et puis dans la continuité maintenir en état le réseau. Donc ça passe par une professionnalisation de la maintenance pour pouvoir consolider la disponibilité actuelle de notre réseau, et la professionnalisation, c'est notamment avoir une maintenance préventive qui soit organisée, périodique, et d'avoir une structuration, une organisation qui soit encore mieux structurée et plus, plus efficace, pour qu'on respecte aujourd'hui, on continue à respecter nos engagements en termes de, en cas d'incident, de remise en service de notre infrastructure. Donc il y a déjà un travail engagé. Et sinon, la réponse, sous réserve de soutenabilité foncière, elle est compatible avec un horizon 2035. Concernant la réalisation encore en suspens du canal Seine-Nord-Europe, y aurait-il, par rapport notamment à tous ces travaux que vous envisagez sur votre réseau, des choses qui pourraient être reportées ou éventuellement mise en attente si le projet tardait à sortir ou finalement n'aboutissait pas? Aujourd'hui, concernant les investissements, que ce soit en phase travaux ou les études qui sont engagées, elles ne sont pas directement liées à la mise en service de Seine-Nord. Alors, elles prennent d'autant plus, je dirais, leur intérêt avec Seine-Nord, mais même dans le cadre d'un décalage ou d'une montée en puissance de Seine-Nord qui soit peut-être moins rapide que ce qui est prévu, les investissements à venir sur la branche Dunkerque présentent leur intérêt. Si on rebalaye très rapidement les études ou travaux engagés, on a cette question de la fiabilité et de pouvoir doubler les SAS, je dirais, avec ou sans Seine-Nord. Si on prend la perspective de Cap 2020 avec l'augmentation du trafic et de fiabiliser le réseau, on s'inscrit pleinement dans ce besoin. Et on a sinon aujourd'hui une infrastructure qu'il faut rendre plus fiable, et notamment les digues et berges. Et dans le cadre du contrat de plan État-région 2015-2020, on a une grosse opération de régénération de berges, justement pour fiabiliser cette section. Et ces travaux ont leur propre justification et intérêt, avec ou sans Seine-Nord, ou avec Seine-Nord décalés dans le temps. Mais avec Seine-Nord, je dirais, leur intérêt sera d'autant plus importante et urgente. Souhaitez revenir là davantage sur le projet et la capacité de votre réseau. Vous abordiez pour le projet Atlantique ce barreau fluvial qui serait important de réaliser. Ce barreau ne fait pas partie du projet CAP 2020, enfin en tout cas n'est pas financé dans le cadre de ce projet CAP 2020. Donc dans ces cas-là, c'est un investissement qui abonde dans cette réalisation, et quels sont les calendriers de réalisation, et s'il tarde, comment la réalisation, cela peut-il impacter donc le report fluvial depuis cette extension sur le projet Atlantique. Et par rapport à la variante baltique, donc évoquée également dans le dossier du maître d'ouvrage, est-ce que votre réseau serait en capacité de pouvoir accueillir tous ces containers complémentaires sur la partie baltique? Concernant le barreau, l'intérêt d'avoir un deuxième accès à grand gabarit au bassin portuaire de Dunkerque, c'est vraiment un besoin qui s'inscrit dans le long terme, très long terme, en termes de planification. C'est-à-dire que aujourd'hui, le port de Dunkerque a un projet ambitieux
de développement de son infrastructure pour faire face à des enjeux de développement du trafic conteneur avec plusieurs options. En fait, il nous semble, alors pas à court terme ou à horizon du projet de pouvoir réaliser cet investissement, mais dans le cadre des études qui vont être faites de conception, de plan masse, de ne pas obérer cette possibilité, d'avoir une deuxième desserte, parce que si on voit à long terme, à très long terme, avec peut-être un développement du trafic conteneur encore plus important que les 2,5 millions à horizon 2040, 2050 et au-delà, là, il y aura vraiment un intérêt à avoir un deuxième accès direct au bassin qui rendra encore plus compétitif le mode fluvial. Je pense que si on prend par exemple le cas d'un autre port français qui peut-être en termes d'aménagement portuaire n'est peut-être pas allé jusqu'au bout des réflexions et n'a peut-être pas imaginé son projet avec toute la dimension de la desserte portuaire, qui aujourd'hui est face à des difficultés de pouvoir évacuer ses conteneurs et qui justement retravaille sur des solutions pour améliorer sa desserte fluviale. Donc c'est vraiment dans cette inscription à très long terme de dire il faut penser les aménagements pour que le moment venu, peut-être à 2050, voire au-delà, on n'ait pas fait un aménagement qui rende impossible un deuxième accès qui, à cet horizon-là, sera vraiment crucial pour donner toute la dimension au report modal fluvial. Oui, et Baltique Baltique, je pense que ça soit... on a vu qu'en termes de capacité, on a une réserve de capacité, une capacité maximale avec un seul SAS de 12 millions de tonnes. Alors, le petit calcul qui a été fait que même si les 2,5 millions de tonnes étaient complètement reportés en mode fluvial, on arrive à 87 bateaux par jour. Donc si on prend même la moitié, on voit qu'on a la capacité de prendre une grande partie du report modal. Donc je dirais, quelle que soit l'option retenue ou la somme, la somme des deux projets, il y a vraiment le réseau fluvial à la capacité de pouvoir reprendre et écouler le trafic. Voilà. Et même en termes de desserte fluviale à long terme, ce qu'on appelle le barreau, ce qui est important, c'est quel que soit le barreau, qu'il soit Atlantique ou Baltique, ce qui est important, c'est d'avoir cette possibilité à très long terme d'avoir un deuxième barreau. Donc, c'est aussi quelque part un gain de temps sur la fluidification des rotations, puisque là, il y a un détour, il y a 2 écluses. Bon, là, je suppose qu'il y en aurait une aussi, mais c'est du temps. C'est facilement 2 heures de navigation sur une rotation, quoi. Oui, la question, finalement, était posée dans un double sens. C'est-à-dire que on a vu qu'entre Arleux et Dunkerque, il y avait un souci donc, de faire en sorte d'améliorer le réseau en termes de fiabilité. Là, on a un micro-secteur en termes de fiabilité, peut-être. Alors, je ne sais pas quel est du tout l'état de l'écluse de Mardic, mais en dehors du gain de temps, il y a également le fait peut-être d'avoir une deuxième sortie, donc qui serait d'une certaine façon une sécurité. Alors, est-ce que on peut envisager, dans ce cas-là, quelle que soit l'option qui se réalise, ou même à la limite s'il ne se réalisait rien, le fait que ce barreau aurait quand même d'une certaine façon une utilité en termes de gestion de l'exutoire du bassin versant, et que, ayant une double fonction, il pourrait y avoir des financements multiples qui raccourciraient sa durée le délai de réalisation. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est au-delà de sa fonctionnalité d'infrastructure, desserte fluviale et des bassins, il y a également aujourd'hui une problématique forte d'évacuation à la mer des
des eaux de ruissellement. Donc ce barreau pourrait se voir adosser une deuxième fonctionnalité majeure et importante pour le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Donc oui, ça pourrait être un élément qui pourrait donner encore plus d'intérêt et voir faire émerger sa mise en œuvre peut-être plus tôt que prévu par rapport à la seule fonctionnalité de desserte fluviale. Oui, on peut partir du principe que pour les grands navires maritimes, plus ils sont grands, plus cet effort de massification se traduit par un coût unitaire de transport de conteneurs plus faible. Je crois que vous l'avez aussi évoqué pour les barges, en fait. Donc même si vous avez la possibilité de faire naviguer sur votre réseau des bateaux supplémentaires dus à l'accroissement de trafic généré par la réalisation du port de Port-Vinvin, est-ce que finalement, par rapport, je crois, au réseau belge qui, lui, accepte 3 rangées de conteneurs, est-ce que vous auriez, vous, cette possibilité-là? Est-ce que cette possibilité-là pourrait être mise en balance, notamment pour une question de coût, avec un allongement des écluses qui, au lieu de régler le problème à la verticale, en quelque sorte, par une 3e couche de conteneurs, permettrait d'allonger les barges? Est-ce que vous avez des réflexions sur le très long terme à ce sujet? Alors, dans le cadre de nos réflexions stratégiques pour commencer à penser nos investissements à horizon 2040, c'est vrai que cette question de du choix entre, en termes de transport de conteneurs, faut-il privilégier 3 couches, 3 couches de conteneurs qui, aujourd'hui, par rapport à notre réseau qui offre une hauteur libre de 5,25 m, c'est-à-dire qui ne peut laisser passer que des bateaux avec deux couches, nécessiterait de relever ou de reconstruire un nombre très important de ponts. Cette option-là, aujourd'hui, elle a été chiffrée. C'est un coût d'1,8 milliard, hors taxe, valeur 2012, avec encore des doutes sur la faisabilité du relèvement d'un certain nombre de ponts stratégiques. Et je dirais, en parallèle, il y a une autre option qui serait d'allonger ou de doubler à l'occasion du doublement des sas d'écluses, de les doubler à 190-195 mètres pour leur permettre pour qu'on puisse permettre l'accessibilité à des convois poussés de 185 mètres. Et globalement, un convoi poussé de 185 mètres avec 2 couches de conteneurs, c'est à peu près une capacité d'emport de 120 à 130 conteneurs, ce qui est à peu près l'équivalent aujourd'hui d'un automoteur de 135 mètres qui naviguerait avec 3 couches de conteneurs. Et un tel investissement, aujourd'hui, justement, on est en train, les études de faisabilité de doublement et d'allongement des écluses sont en cours, mais d'un premier calcul, on est plutôt un investissement qui serait de l'ordre de entre 800 millions et 1 milliard. Voilà, donc dans le cadre des réflexions stratégiques et puis des études socio-économiques, on sera amené justement à comparer ces 2 solutions et à en tout cas prendre une orientation à long terme sur la solution qui est la meilleure. Mais d'une première approche, pourquoi pas privilégier plutôt l'allongement des écluses, rester à 2 couches de conteneurs mais avec des navires beaucoup plus long que de relever les ponts où on a encore un doute aujourd'hui à 3 couches, en sachant qu'en plus, ce qui est important dans la logistique conteneur, c'est la régularité des services. Et la fréquence des départs est importante aussi. Il vaut mieux avoir plus de départs possibles que d'avoir un bateau qui part une fois tous les 2 jours, ou même tous les jours, ou bien avoir 3 bateaux par jour. Alors, pardonnez peut-être une question naïve.
Si vous avez des bateaux avec 3 couches de conteneurs qui arrivent de Belgique et que il doit y avoir cette transformation arrivée en France pour des bateaux plus longs mais juste à 2 couches, il y a un minimum de manutention qui doit se faire si on est dans des trafics transfrontaliers. Oui, ou après ça peut être une gestion fine des services conteneurs. C'est-à-dire une navette va faire va emprunter un circuit, va faire par exemple une liaison pendulaire entre un port et des ports intérieurs ou entre 2 ports, deux ports maritimes. Et en fonction du niveau d'accessibilité et du niveau de couche, pourrait, après c'est une organisation en termes de logistique, fonctionner avec 2 couches sur un premier secteur et en cas de présence d'une plateforme portuaire en entrée du réseau entre guillemets à 3 couches, pouvoir compléter son chargement pour utiliser à plein bénéfice la capacité la capacité d'emport. C'est des choses qui peuvent se faire. C'est-à-dire on peut partir avec un minimum de chargement qui va progressivement augmenter en approche de la destination finale. Je vais vous poser une question à laquelle vous aurez peut-être des difficultés à répondre parce que ça ne dépend pas que de vous. Vous avez parlé du plan d'accompagnement tout à l'heure. Au niveau de la profession finalement, quel est l'état de la... Je ne sais pas si on peut parler de la flotte s'agissant des chalands et péniches, mais est-ce que c'est une flotte vieillissante? Est-ce que, je pense notamment aux carburants moins carbonés ou décarbonés, est-ce qu'il y a des demandes pour ça? Si le port donc reçoit ou expédie, le port de Dunkerque reçoit ou expédie davantage de conteneurs, est-ce que les compagnies, les chargeurs là peuvent répondre? Est-ce que vous, dans ce cas-là, puisqu'il y a un plan d'accompagnement VNF, vous êtes bien placé pour tirer la sonnette auprès de VNF national en quelque sorte pour avoir un budget conséquent sur ce plan d'accompagnement? Comment ça y compris sur l'aspect formation, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des temps quand des professionnels marquent leur désir de faire quelque chose? Est-ce qu'il y a d'une certaine façon des moments d'inertie, le temps que vous puissiez les aider? Oui, ces réflexions là, sur la modernisation des bateaux et notamment en termes de propulsion et de carburation, la réflexion elle est européenne. La flotte, elle peut avoir un âge différent. Le bateau peut avoir un âge différent entre le Rhin, la France ou la Belgique ou Pays-Bas, mais la modernisation de la propulsion, les économies d'énergie, la baisse des émissions, la réflexion elle est européenne, quoi. Bon, chaque pays a aussi ses études, mais la réflexion par exemple sur le GNL, elle est portée. Il y a des programmes qui s'appellent dans le programme NAIAD et Platina, il y a des réflexions sur l'évolution du transport fluvial et la modernisation. C'est porté et il y a des financements, des cofinancements là-dessus, quoi. Il y a vraiment un projet. Si vous voulez, le nombre, c'est pas comme des camions, il n'y a pas autant de bateaux que de camions, forcément, puisqu'on en porte plus. Donc, ce qui fait qu'on est obligé de massifier la réflexion pour ensuite intéresser l'industriel à ensuite passer à une nouvelle technologie ou développer une technologie qui sera, pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté entre le GNL, le moteur à hydrogène ou autre, par exemple. Alors, je souhaiterais avoir un éclairage sur les autres usagers en fait de vos canaux. Là, on parlait des transports de vrac ou de containers, mais on a aussi la petite batellerie, les pratiques sportives. Cette évolution donc du trafic qui serait plus spécifiquement liée au fret, quelles sont les incidences sur ces autres usages de vos voies d'eau? Voilà, en plaisance, enfin en tourisme fluvial, on distingue à la fois les bateaux de croisière, donc qui font des circuits, qui sont des gros bateaux, qui font à peu près 105-110 mètres.
Ici en Nord-Pas-de-Calais, on en reçoit, on commence à recevoir plus que c'est quand même un développement plutôt récent, mais on en a à peu près, cette année, on en a une dizaine, quoi. Et je pense que ça a amené à se développer. Ça se développera aussi avec le projet Seine-Nord, puisque ça fait partie on a déjà des opérateurs qui, pendant les études, ont pris des contacts avec les équipes Seine-Nord pour voir un petit peu quel circuit pour organiser et les centres d'intérêt. Donc nous aussi, au Nord-Pas-de-Calais, on essaie de développer ça, puisqu'il y a des choses à développer sur la région, avec des centres d'intérêt importants. Mais c'est un bateau comme un autre, quoi. Il va s'inscrire dans le flux, il sera géré ou programmé dans un flux comme actuellement. Après, les plaisances privées, les bateaux de plaisance, les plus petits bateaux, pour l'instant, on n'a pas de conflit d'usage à ce niveau-là. Et tout ce qui est activité, ce qu'on appelle fluvestre, donc autour de l'eau ou sur l'eau, mais la petite activité nautique, celle-ci, elle est plutôt incitée à se pratiquer sur les petites voies, où on a un faible trafic ou pas de trafic. Bien, écoutez, merci beaucoup de votre intervention. Vous avez sans nul doute réussi à éclairer un peu certains points du débat. Merci encore.